Ultrazone TV, nous sommes aujourd'hui à Avignon, au Figuier Pourpre, enseignement la maison de la poésie, avec Alain. Bonjour. Bonjour. Alors Alain, pourquoi ce nouveau nom Figuier Pourpre? C'est pas anciennement, c'est toujours maison de la poésie. Ouais. Mais on a rajouté ce terme devant maison de la poésie parce que nous nous sommes aperçus par des petites enquêtes qu'on mène auprès des gens qui ne viennent pas, pourquoi ils ne viennent pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore pas mal de gens qui ont peur de ce terme maison de la poésie, qui s'imaginent que ça va être élitiste, qu'il faut faire partie d'une certaine élite, alors que pas du tout, parce qu'on est ouvert à plein de formes de poésie. Et c'était une manière, en disant le figuier pourpre, de ne pas effaroucher les plus timides, on va dire. Mais on a quand même gardé Maison de la Poésie pour satisfaire ceux qui savent très bien que c'est une maison de la poésie et quelle est la raison pour laquelle ils viennent ici. Voilà, alors je crois que vous venez du monde de la mise en scène, du spectacle vivant. Quel est votre parcours qui vous amène justement à diriger cette maison maintenant? Oula. En quelques mots. Alors, c'est comme beaucoup de gens dans notre métier, j'ai un parcours en zigzag qui est passé par plein d'endroits. Donc moi au départ j'ai une formation de réalisateur, j'ai un diplôme d'études supérieures d'audiovisuel et plus tard j'ai rencontré le théâtre dont je suis devenu metteur en scène. J'ai travaillé avec des auteurs comme Arabal par exemple qui a aussi écrit de la poésie, donc je me suis aussi intéressé à sa poésie. J'aime des auteurs comme Laurent Godet qui ont une écriture éminemment poétique aussi. Et un jour, je me suis retrouvé ici pour un projet de théâtre et finalement, je suis resté, je suis toujours là. Alors du coup, quelle est votre politique en termes de... Vous voulez faire de ce lieu un lieu populaire, hein, on l'a bien compris dans votre présentation. Je préfère dire un lieu abordable. Abordable, voilà. Alors du coup, quels sont vos axes de programmation Bon, il y a toujours de la poésie, bien évidemment. Mais on s'est ouvert également plus largement à la chanson française, au slam, également à la littérature, tout simplement, puisqu'il y a aussi des lectures de nouvelles, des lectures de contes. Au théâtre, mais ça, il y avait déjà ce pendant-là avec le Festival d'Avignon, mais on en fait aussi hors festival. Et par contre, la plus grosse particularité, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert sur les gens d'Avignon. Je parle là des gens qu'on reçoit en tant qu'auteur ou en tant que créateur, sur les gens d'Avignon, le Vaucluse, la région sud et plus largement, disons, un périmètre qui fait Lyon, Marseille et Montpellier. Voilà, on essaie de favoriser les artistes qui sont dans ce bassin-là. Ouais, donc ils peuvent vous proposer des projets, vous contacter, vous êtes ouvert à... On accepte toutes les propositions. Il ne faut pas que les gens aient peur. Quand on a des propositions, on les regarde. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Mais par contre, on regarde toutes les propositions. Et la particularité qu'on a aussi, qui est importante, c'est qu'on a majoritairement une programmation à 2 mois. Il y a certaines choses qu'on programme plus longtemps à l'avance, bon, parce que par rapport au calendrier des personnes qu'on veut recevoir, mais à 80%, c'est une programmation à 2 mois, justement pour être libre de faire des rencontres, pour être libre d'avoir des coups de cœur, pour être libre de répondre rapidement à une proposition qui nous est faite. Parce que par exemple, moi, en tant que metteur en scène, ça m'est arrivé X fois des programmateurs qui vous disent « c'est bien ton truc, bon, peut-être dans 1 an et demi ou 2 ans ». Et moi, j'ai envie de répondre « on va te faire foutre, moi, ma pièce, elle existe maintenant ». Oui, d'être réactif un petit peu à l'actualité. Voilà. Alors aujourd'hui, les politiques culturelles, les institutions culturelles ont été mises à mal par tout ce qui s'est passé. Au niveau économique, comment vous vous en tirez au niveau des subventions, des partenariats? Comment vous pouvez faire vivre un lieu comme ça, qui est quand même une belle surface dans Avignon, en termes de partenariat financier culturel? Comment ça se passe? On a nos subventions qui, elles, n'ont pas bougé, bien heureusement.
Par contre, on a beaucoup moins d'entrées depuis qu'il y a la crise sanitaire. Puis il y a une chose merveilleuse qui ont été les fonds qui ont été délivrés pour les sinistrés du Festival d'Avignon, les théâtres, voilà. Sauf que nous, on n'y a pas droit, parce que nous, on est subventionné. Donc à partir du moment où on est subventionné, on n'a pas le droit de postuler au fait de pouvoir éponger nos pertes. Ah oui. Voilà. Paradoxe. Alors si nos subventions étaient astronomiques, pourquoi pas, mais c'est loin d'être le cas. D'accord. Alors vous avez une programmation qui est assez étonnante. Peut-être dire un mot de la programmation. Là, nous sommes au mois de février 2022. Et vous avez ce soir le vernissage d'une exposition consacrée au tarot. Alors, le tarot, science, un peu de cartes, de divination, le lien avec la Maison de la Poésie, comment vous en êtes arrivé à programmer cette expo étonnante? Comme je le disais tout à l'heure, on est ouvert à des propositions très diverses. Et on les programme si la personne ou les personnes qui nous le proposent nous semblent avoir un propos intéressant à tenir par rapport à ce qu'ils proposent, s'il y a une qualité dans ce qu'ils proposent. Et il se trouve en plus que la personne qui fait cette expo écrit elle-même des poèmes, puisqu'il y aura une lecture de ces poèmes. D'accord, super. Donc ça, c'est les gens qui voudraient connaître un petit peu votre actualité. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'aller voir au niveau des réseaux sociaux? Un peu de publicité. On a notre Facebook qui est Le Figuier Pourpre ou Maison de la Poésie, puisque maintenant il y a les deux noms. Notre site, le Figuier Pourpre également. Et sur YouTube, on a une chaîne qui s'appelle Vidéo Poème. C'est tout récent, on fait ça depuis une quinzaine de jours. Ça faisait un moment que je voulais le faire, mais on n'avait pas le temps. Et où régulièrement on poste des poèmes qui sont dits soit par leur auteur quand c'est des auteurs contemporains et qui sont présents sur Avignon, soit par des lecteurs, parce qu'on a pas mal de lecteurs quand même ici. Donc voilà, et donc on en poste 2-3 par semaine. D'accord, ça veut dire quelqu'un qui aime la poésie, qui est à Avignon, toc toc, il vient vous voir, il vous dit j'ai un poème à lire, et, voilà. Et il peut se retrouver sur YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, c'est merveilleux, bonne... Sous réserve qu'on ait aimé sa poésie. Et voilà. Enfin, quand je dis aimer, oui, c'est très particulier, parce que ce qui est très délicat quand on fait de la programmation, c'est être capable de discerner quelque chose susceptible de rencontrer un public parce que on sent qu'il y a une qualité derrière, et le fait d'être intéressé soit au premier chef. Et ça, c'est pas évident quand on fait la programmation. De se dire, tiens, ça c'est pas mon truc, mais par contre c'est bien fichu et ça peut être le truc de quelqu'un. Voilà, eh bien écoutez, on va aller voir sur YouTube les poèmes, ça fait pas de mal, surtout dans une situation de crise. Merci beaucoup Alain. De rien. Alors nous sommes à la Maison de la Poésie d'Avignon avec Jean-Louis Gaillardon qui présente une exposition, le Tarot de Marseille, joyau humaniste de la Renaissance. Bonjour. Bonjour. Et alors qu'est-ce qui vous amène, vous, je crois que vous étiez avant totalement dans autre chose que le tarot, à vous intéresser aujourd'hui au tarot et à présenter une expo dans un lieu lié à la poésie? Alors, je pourrais commencer par un bout ou par l'autre. D'abord, si je suis ici, c'est un peu grâce à la poésie qui pour moi est une finalité. Il y a en cours, d'ailleurs dans les jours qui viennent, mon livre de poésie qui va être édité, qui s'appelle La clé poétique, le précis de littérature sculptée. Ça c'est une chose. D'ailleurs, livre dans lequel j'illustre les œuvres d'art de Dominique Bodillot, qui est un artisan ferronnier d'art, une grosse part liée à l'imaginaire, et une troisième partie qui justement illustre chaque arcade majeure du tarot, que vous retrouverez d'ailleurs dans quelques instants dans l'exposition. Donc voilà pour le côté poétique. Maintenant, ce qui m'a amené au tarot, il y a quand même une certaine logique dans cette affaire-là, car après un travail professionnel orienté vers le commercial, la relation à l'autre évidemment, j'étais amené à créer un stage de formation pour aider à creuser, à comprendre et à mettre en œuvre une communication de qualité. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet. Donc, à partir de là, je me suis intéressé à la psychologie, bien évidemment. Donc, PNL, analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu la chance, le privilège de tomber sur l'énéagramme.
Vous allez voir également les liens qu'il y a avec le tarot tout à l'heure. Donc, là encore, j'ai renforcé l'aspect psychologique. Puis, les années passant, je suis arrivé à la retraite, je fais partie de ceux qui sont partis très très tôt à la retraite. Et à ce moment-là, je me suis, il n'y a jamais de hasard dans la vie bien sûr, je me suis intéressé au tarot. Donc j'ai fréquenté dans un premier temps, pour le citer, parce que j'ai été très content à l'époque, Camoin Jodorowsky, avec lequel j'ai suivi quelques stages, quelques jours de stage. Puis, naturellement, je me suis pris en charge et j'ai commencé à approfondir. Et effectivement, je me suis aperçu quand même que la notion de chemin initiatique était totalement essentielle et d'une certaine manière faisait une synthèse admirable de tout ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu vivre et ce que je vivais ensemble. Je vis encore aujourd'hui, pardonnez-moi. Donc, alors, ça, c'est on verra aussi dans quelques instants, ce qu'on appelle l'aspect tarologique, c'est-à-dire l'étude scientifique du tarot, qui met en exergue le chemin initiatique, et également, au fil du temps, je me suis intéressé à la taromancie, qui consiste à réaliser des tirages. On inscrit dans ce qu'on appelle des consultations auprès de la clientèle, et qui effectivement, j'avoue que, ayant un esprit très cartésien, j'en ai été d'autant plus subjugué. Et je fais ça depuis au moins une dizaine d'années, pour le plus grand plaisir, le mien d'abord, et ceux de mes interlocuteurs. Donc c'est absolument merveilleux. Donc vous voyez, dans le tarot, il y a vraiment deux choses qui sont à la fois intriquées et à la fois séparées. Donc l'une ne faisant appel que à un développement psycho-philosophico-spirituel, et l'autre qui donne accès au mystère. Voilà. Donc votre définition du mystère, c'est quoi finalement? Et bien justement, c'est la raison pour laquelle je me contente d'employer le mot mystère, parce que je suis quelqu'un de très humble, et toutes les croyances, les constructions de l'esprit, un peu comme disait Aristote, s'il nous reste quelques capacités intellectuelles pour à peu près aborder ce sujet, il faut le faire avec beaucoup de modestie. Voilà. Et par l'image, comme vous avez fait. Alors donc, vous nous faites une petite visite de cette expo, comme mais ça, avec grand plaisir. Voilà. Nous allons parcourir ensemble le chemin initiatique. L'idée de l'expo, toujours. Alors nous sommes devant le premier panneau, effectivement, avec une référence à Marcille Ficin, qui n'est pas courante. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi cette référence. Alors, pourquoi Marcille Ficin? Parce que Marcille Ficin, il faut le savoir, vivait avec Pic de la Mirandole et Botticelli dans la Villa Arrighi à Florence, et une émission sur Arte qui est passée il y a quelques années à la télévision a bien montré que Botticelli était un des premiers créateurs des cartes du tarot. Voilà. Donc ainsi, naturellement, là on plonge directement avec ces trois hommes dans la Renaissance. Et la particularité de la Renaissance, sur le plan des idées, je ne parle pas de la côté artistique, mais sur le plan des idées, c'est de bien mettre l'homme au centre des préoccupations. Et c'est ça le tarot. C'est qu'on met l'homme au centre des préoccupations. Ça nous met au centre de nous-mêmes. Et nous allons voir dans quelle, justement, succession d'événements on va parler de chacun d'entre nous, quelque part. D'accord. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez la différence déjà, j'ai indiqué tarologie, étude scientifique du tarot, taromancie, usage divinatoire, révélateur du tarot. Mais pour l'instant, nous restons sur l'aspect tarologique. Alors après, les premiers arcanes, vous avez sélectionné 4 arcanes particuliers. Tout à fait. J'ai voulu, parce qu'il y a quand même 22 arcanes, vous le savez, et ça aurait été beaucoup trop scolaire de montrer, et beaucoup trop long. Donc on cible sur les 4 arcanes majeurs des majeurs, si j'ose dire. Donc vous avez bien sûr le mat, le cherchant, le philosophe, le pèlerin, nous-mêmes, etc., qui, vous allez voir, se confronte à son destin, la roue de fortune, pas confondre avec la roue de la fortune, qui n'a strictement rien à voir. La roue de fortune, c'est la déesse Fortuna qui préside au destin des hommes, donc il est bloqué par son destin. Et on va voir comment il va faire pour atteindre l'éveil, la renaissance, c'est le jugement. L'être sort du tombeau de son incarnation, voilà, et il entend, comme le disait Aristote, le son, un seul son, c'est le son divin, il faut être très clair, donc voilà. Et puis ensuite, bien sûr, lorsqu'il a réalisé sur Terre
la fin de son chemin, il va accéder à l'autre monde. Mundus en latin, c'est la perfection, l'absolu. D'accord. Et après, alors, vous allez nous montrer chaque carte. Voilà, alors donc après on va décliner selon la carte. Alors la première carte, alors déjà fondamentalement, il y a bien sûr le titre de la carte, avec le mat, je viens de vous en parler. À côté de lui, quelques phrases bibliques ou autres qui permettent de bien situer quel est le personnage. Par exemple, phrase majeure, c'est « Va vers toi-même ». Voilà le message du tarot. Et c'est dans la Torah, c'est une parole de Dieu à Abraham. Ensuite, il y en a d'autres, bien entendu. Ensuite, pour que les personnes qui viennent puissent pouvoir décrypter la carte, parce qu'en fait c'est ça, donc chaque point, si vous voulez, est décrypté. Pourquoi, par exemple, un seul exemple, pourquoi il y a un petit chien? Parce que, effectivement, en astrologie, le mat symbolise Orion. Orion qui, dans le ciel, va rejoindre Sirius. Et comme Orion et Sirius sont tous dans la constellation du grand chien, eh bien, le petit chien est bleu, c'est le petit chien divin. Et par qui est-il poussé? Par une motivation divine. Voilà. Sachant que, bien sûr, le tarot est un mélange de néoplatonisme et de tradition catholique. Voilà. Donc on comprend mieux cet aspect-là. Donc, le pèlerin avance, et comme nous l'avant vu dans la présentation générale, il va se confronter à la roue de fortune, évidemment, à son destin. Donc là, c'est quoi? C'est le karma? Oui, c'est le karma, la roue du destin, c'est Zodiakos en grec, c'est la roue des petits animaux, c'est la roue du zodiaque. La roue du zodiaque, Voilà. d'accord, ok. Alors, prochaine étape. La prochaine étape, on l'a vu également tout à l'heure, c'est-à-dire que là, et on va voir par quel intermédiaire il y arrive, bien entendu, eh bien ça y est, il a réussi à dépasser cette contrainte de son destin, et il va se réveiller, il va s'éveiller, il va renaître, il va atteindre la libération, selon Diels, voilà, ou la réalisation de soi également. Tous des termes que l'on connaît bien en psychologie, en philosophie. Donc, voilà. Donc, Arcane 20, le jugement. C'est l'arcane 20, le jugement, en effet. Je vous laisse, je vous suis. Voilà. Donc, sortant de son tombeau, il reste néanmoins sur la terre. C'est une réalisation. On pourrait parler dans ce cas-là du résultat du développement de soi, par exemple. Mais là, on a changé de monde. S'il a réussi son parcours terrestre, et là, on rejoint toute la philosophie égyptienne, c'est le parcours terrestre est là pour préparer au parcours céleste. Donc, il ne peut atteindre la perfection, D'ailleurs, je l'ai marqué ici, l'adepte traverse l'œil d'Horus et obtient la vie éternelle. C'est issu du livre des morts égyptien. Donc on voit toute cette tradition, finalement, où beaucoup de choses, si on rajoute ça, des influences un peu asiatiques, on se rend bien compte que tout ce qu'on vit, le judéo-chrétien qu'on vit aujourd'hui, est issu d'une tradition qui trouve un peu son reflet dans la tradition égyptienne, par exemple. Donc, là, bien entendu, nous avons fait un zoom rapide pour bien comprendre l'essence même du tarot. Et là, par correction, si j'ose dire, il a bien fallu reprendre. C'est-à-dire qu'on voit le mat, toujours pareil, qui va de l'avant, qui se confronte. Mais à quoi se confronte-t-il? Là, on approfondit. Et là, on a quoi? Eh bien, nous avons les 9 passions, excès. En psychologie, on dit dysfonctionnement adaptatif. Effectivement, si vous faites preuve de trop d'impulsivité, trop d'orgueil, trop de vanité, trop d'envie, etc. Pas tout en même temps, bien entendu, à chacun la sienne, mais on n'est pas dans l'adaptatif. C'est ce qui se cache derrière cette image de la roue de fortune. C'est ce qui nous rend prisonniers de nous-mêmes, en d'autres termes. Donc nous allons aller un peu plus loin. S'il a fait sa prise de conscience au travers de la roue de fortune, il va donc pouvoir pratiquer les vertus. Donc là, on retrouve, pour ceux qui le savent, les quatre vertus cardinales, pratiquement, en assimilation, force d'âme, humilité, détachement, tempérance. Une fois qu'il a atteint ce niveau, déjà de très grande satisfaction, il en ressort une sorte de griserie, quelque part. Et naturellement,
le diable l'atteint au coin du bois. C'est le diable, le porteur de lumière, Lucifer, qui lui dit dans l'oreille, mais profite de ces biens terrestres et arrête-toi sur le chemin de la spiritualité. Ça suffit. Bon. S'il ne l'écoute pas, il a intérêt à ne pas l'écouter, évidemment, il va atteindre le niveau de la spiritualité, c'est-à-dire du contact. Alors là aussi, on a une assimilation avec les vertus théologales qui gèrent les relations entre l'être humain et Dieu. Donc bien sûr, on a la foi, l'espérance, et normalement c'est la charité. Et là on voit le rajout particulier de Marcille Ficin au travers du néoplatonisme, parce que rien dans la tradition catholique ne parle de la révélation de l'âme au travers de la lune, ni de la cohérence de l'être humain avec l'esprit, en arrivant à gérer son esprit et son âme. Donc ça, ce sont vraiment des apports de l'ancien monde, de la Grèce antique, etc. C'est là où, justement, il a eu bien raison de mettre sa philosophie au sein du tarot, parce que sinon, il ne faut pas oublier que quand même, à cette époque-là, régnait l'Inquisition. Et il n'en faisait pas de cadeaux. Donc lui s'en est tiré, Pidla Mirandol un peu moins, mais bref. Donc voilà une des raisons pour laquelle il a masqué son jeu philosophique dans des cartes, quoi. Voilà. Donc bien sûr, nous devons le voir. À partir de là, s'il a le contact, et bien naturellement, là, il peut effectivement ne plus de limite, puisqu'il devient l'homme-dieu, pour ainsi dire. Il a retrouvé son âme d'enfant, c'est un homme pur. Et là, il va pouvoir franchir la frontière, et il aura accès finalement à cette fameuse sagesse dont on parle, ou au salut de l'âme, si on préfère ça aussi, mais qui ne peut pas être sur cette imperfection terrestre. Il ne peut se situer que dans l'autre monde. Voilà. Alors le lien avec l'énéagramme, maintenant, du coup, vous le faites dans un deuxième temps, c'est ça? Alors, évidemment, déjà, vous l'avez constaté, c'est assez riche. Pour se percevoir, ça demande pas mal d'efforts, je dirais. Bon, j'ai écrit tout ça dans le bouquin, on verra tout à l'heure. Mais il se trouve que dans la déclinaison de ce que je vous ai expliqué de ma carrière, j'ai eu le privilège de rencontrer l'énéagramme. Et là, senti un certain enthousiasme, car ça a été une véritable révélation. Si le tarot a été plus tardivement une autre révélation, l'énéagramme a été la première révélation. Alors, montrez-nous un énéagramme pour savoir de quoi nous parlons, parce que c'est une figure géométrique. Bien sûr, c'est très très particulier. Voilà. Alors tout d'abord, là, on peut regarder un petit coup d'œil là-dessus. Oui. Effectivement, juste sur l'anecdote, avec ça déjà, vous avez pratiquement toutes les cartes en main pour jouer votre propre jeu, et votre propre jeu. Donc ça, c'est important. Mais là, on va faire un zoom, si je dis, c'est quelque chose de très, très, très important, qui est le lien avec l'énéagramme. C'est un particularisme que, personnellement, je n'ai jamais vu déployer quelque part. Alors, voilà, comme c'est très compliqué... C'est le milieu, la figure géométrique. Voilà, l'énéagramme par lui-même, déjà première chose, quand vous voyez l'énéagramme, vous ne voyez jamais de petit triangle bleu au centre. Ouais. C'est Anastasius Kircher qui, lui, en 1665, l'avait laissé, parce que ça représente, je fais très simple, ça représente le divin. Parce que, pour être très clair, tant que vous êtes sur le cercle, vous avez une typologie, une spécificité, un particularisme, c'est vous. Mais nous avons les pieds sur terre, donc ici. La problématique, c'est que avoir les pieds sur terre, c'est bien, mais pour la progression, il faut essayer d'aller au-delà. Et au-delà, c'est aller au centre. Et on s'aperçoit bien que chaque type, s'il va au centre, eh bien, il y a une fongibilité quelque part. Alors, ça, c'est l'énéagramme. Alors, il y a bien sûr les flèches complexes parce qu'il y a des connexions entre les différents. Pour l'instant, je ne vous en parle pas, on va les voir éclairées avec des images, les connexions, les différentes connexions. Donc on a 9 types de personnalités. 9 types de personnalités, et quand on regarde cette partie-là, la partie basique de la personnalité, eh bien, à chaque fois, type 1, arcane 1, type 2, arcane 2, type 3, arcane 3. Et à côté, vous avez les caractéristiques. Donc par exemple, si vous cherchiez à savoir qui vous êtes, il suffit de prendre le temps pour lire dans quel domaine vous êtes. Bien sûr, comme le disait Montaigne, dans l'humain, il y a absolument tout. Mais il y a quand même des tendances spécifiques pour chaque type. C'est d'ailleurs comme ça que les rames ont été établies. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une autre façon de présenter le tarot, puisque, prenons sur le 1, 1 correspond au 11.
2 correspond au 12. C'est-à-dire que c'est l'axe de développement. Si vous êtes quelqu'un qui est soumis à la colère, ben effectivement, le fait de pouvoir calmer et dompter votre lion de Némée, n'est-ce pas, comme Hercule, eh bien, ça va vous apprendre la patience, le calme, et donc c'est votre axe de développement. Mais comment vous faites le lien entre effectivement chaque personnalité et chaque acte de développement? Ça se fait comment? Alors, oui, alors il suffit d'avoir, on pourrait mettre, si vous voulez, sur une ligne, les 9 types de personnalités, d'ailleurs qui correspondent, vous l'avez vu, aux 9 passions, aux 9 excès, donc il y a un lien. Donc les 9, et au-dessus des 9, c'est la série 9, c'est le 10, c'est le niveau 10, donc il faut rajouter 1 à chaque fois, et vous avez, voilà. D'accord, ça correspond. Et c'est pour ça que je suis arrivé très rapidement à cela, parce que j'ai eu, il faut bien le dire, le hasard de la vie ou mon privilège d'avoir approfondi l'énéagramme, et voyant les 9, tout simplement, les 9 premiers arcanes, je me suis dit, il y a une relation extrêmement étroite. Et effectivement, quand j'ai commencé à regarder avec les parties supérieures, et alors, allons encore un petit peu plus loin. Si vous êtes, par exemple, de type 1, votre axe de développement, on l'a vu, c'est le calme, l'appréhension. Mais ici, je reviens sur des choses un peu plus compliquées, voilà, si vous êtes ici, il y a 2 connexions. Voilà. Donc, comme on dit, dans la vie, pour réussir, il faut remonter le courant. Donc, effectivement, vous voyez, si vous remontez cette flèche, vous arrivez au particularisme du type 7. Donc, le type 1 va être à même de développer en lui-même des particularismes du type 7, c'est-à-dire le calme, la réflexion, tout à fait différente du personnage basique qu'il est ici. Voilà. Mais si par malheur, le type 1 se laisse glisser dans le sens du courant, ne fait pas d'effort, donc ne se fait pas violence, on y revient, eh bien il risque d'aller dans l'émotion, et il n'y a rien de plus délicat pour vers le 4 qui est rempli d'émotions, et donc c'est très très négatif pour le type 1. Donc vous voyez, ce qui paraît assez figé finalement avec des traits, est finalement d'une extrême richesse, parce qu'il suffit que vous soyez ici en ayant un petit peu d'influence par le 9, un petit peu d'influence par le 2, selon votre parcours ici, plus ou moins important. Il y a une multitude de rhéostats qui font que ça présente une multitude de réalités. Mais cette richesse n'exclut pas les fondamentaux. Et donc, c'est un petit peu comme le tarot pour l'énéagramme. Il faut savoir revenir sur les fondamentaux pour ne pas se perdre. C'est ça le danger. Donc, il faut vraiment solidifier sa base, et à partir de là, on peut extrapoler un peu. Alors, quelle est la méthode pour savoir quel est le type du consultant par rapport aux 9 cartes? Comment ça se passe? C'est un tirage? C'est quoi le... Alors, vous parlez des types de personnalité. Oui. Alors, j'ai vécu de façon première le travail sur l'énéagramme. C'est un travail extrêmement fastidieux, extrêmement long, parce qu'il faut mémoriser des textes. Voilà. Donc, je l'ai fait pendant des années. À peu près réussi à intégrer les nombreux paramètres, mais qui va faire cela? Dans un monde où on préfère la rapidité, etc. Donc l'énéagramme, ne serait-ce que pour ça, ne connaît pas une vague, je dirais, enthousiasmante, parce que c'est long, c'est fastidieux, il faut le faire. Mais lorsque j'ai confronté l'énéagramme au tarot, ça résout absolument tout. Parce que quand on regarde, par exemple, ceci, eh bien, on voit derrière cette carte Alexandre le Grand, le péché de gourmandise, la notion d'illimitation. Il a voulu manger le monde, quelque part. Il est sur son char, même si son char ne fonctionne pas très bien. Bon, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Je veux dire, la puissance symbolique et la puissance allégorique ne règlent pas tout, parce qu'après, il faut quand même aussi approfondir. Mais c'est un accompagnement absolument extraordinaire pour percevoir son propre type de personnalité. Et surtout, sa voie de danger, mais surtout sa voie de développement. Ça, c'est particulièrement intéressant. Donc la personne qui utilise votre méthode, elle n'a pas besoin d'utiliser l'énéagramme, elle utilise le tarot, et par le tarot, elle se connecte au schéma de l'énéagramme. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est-à-dire que c'est une sorte d'alternance. La carte est assez représentative. Cela étant, comme je l'ai fait, il faut quand même l'agrémenter de quelques particularités. Vous ne pouvez pas savoir que, par exemple, le 17 a tendance un peu à être superficiel. Il faut quand même l'apprendre et puis se rendre compte, baigner dans le jeu. Et puis, bien sûr, rencontrer
des types 7, des types 8, des types 9, et juger tout ça à l'aune de la connaissance. Parce que le savoir est une chose, la connaissance en est une autre. Vous savez, la différence, savoir, les connaissances, c'est l'expérience plus le savoir. Et là, on est en plein dedans. Alors, la personne qui regarde ce tableau, comment il peut trouver son type de personnalité? Il faut qu'il fasse un effort. Alors, quel est le process? Le process, c'est un process... il faut qu'il regarde à quoi correspond. Par exemple, vous ne pouvez pas... celui qui va regarder, est-ce que je suis envieux, esthète et d'humeur changeante? Bien. Donc, je n'ai aucun rapport avec celui qui est violent, courageux, protecteur et justicier. Donc, nécessairement, même si vous avez tout en vous, vous allez quand même arriver à percevoir la personnalité basique, votre personnalité basique, vos tendances, surtout d'ailleurs en période de stress. Parce que quand on est tous entre nous bien gentils, bon genre. Mais ça suppose pas un tirage ou un travail particulier? Non, ça c'est l'approche énéagraphique, ou diagrammique, pardonnez-moi, mais qui peut être éclairée par des cartes. D'accord. Ouais. Moi, je parle de l'énéagramme véritablement, qui est clair, qui est illustré. Voilà. D'accord. Il faut imaginer, parce que je n'ai pas pu tout mettre, mais comme le disait Montaigne, dans l'être humain, il y a absolument toute la nature humaine, mais on a ces tendances spécifiques, ces types de personnalités. Et comme il y en a 9, ces 9 vivent dans 3 familles différentes. 8, 9, 1 sont basés sur les besoins d'action, d'impétuosité. 7, 6, 5 sont dans le monde de la réflexion. Et 2, 3, 4, de gens qui vivent dans le monde du besoin de reconnaissance, de la relation à l'autre. Donc on a un peu, je le répète, parce que c'est important, un peu tout en nous, mais quand même, surtout en période de stress, il y a quelque chose qui se révèle. Voilà. Donc, si vous êtes là, vous avez tendance à sentir le bouillonnement intérieur, et il ne faut pas trop vous chauffer, parce que vous avez une tendance à réagir spontanément. Voilà. D'ailleurs, aux grandes dames parfois du résultat. Et ce qui est amusant et troublant, c'est que par moment, il faut être impétueux et colérique pour réagir dans le monde. Parfois, il faut bien respecter l'autre et être attentif aux besoins de l'autre. Et parfois, il faut faire preuve de réflexion. C'est pour ça que l'énéagramme nous montre que finalement, il n'y a aucun défaut, aucune qualité, il n'y a que des caractéristiques. Voilà. Et si on comprend l'énéagramme, on devient plus tolérant et beaucoup plus bienveillant. Parce qu'on comprend que nous ne sommes qu'une partie de caractéristiques et en aucun cas nous ne détenons la vérité. Effectivement, j'ai écrit 2 livres, un sur la tarologie, l'étude scientifique du tarot, telle que, bien sûr, de façon beaucoup plus approfondie, beaucoup plus riche, telle que je viens de vous le présenter. Donc là, il n'y a pas... Et d'ailleurs, intégré dans celui-ci, il y a cette présentation d'énéagramme beaucoup déclinée de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus didactique, je vous rassure. Donc voilà, ça c'est... c'était celui-ci, c'est « À la conquête de soi ». Le titre d'ailleurs est tout à fait représentatif, puisque nous sommes dans un chemin initiatique proposé et illustré par les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà. Là, nous sommes vraiment dans ce dont nous venons de parler. Donc maintenant, nous pouvons décaler un petit peu la réalité pour parler des consultations, donc des fameux tirages, qui, elles, j'insiste beaucoup là-dessus, font appel, pour ce qui est du taromancien, donc c'est la taromancien, à beaucoup de rigueur. Pour ma part, en tous les cas, je me méfie beaucoup du mot intuition, et les Anglais d'ailleurs ont bien réglé le problème en parlant de card reader, ou de card reading. On lit les cartes intellectuellement. Pour ce qui est du mystère, il s'applique entre lui-même et son involution, la personne qui pose sa question et le choix des cartes de la personne. Donc vous voyez, j'insiste bien là-dessus. Et alors, deuxième point très important, c'est peut-être un peu plus subtil, mais j'ai un peu tendance à éviter le mot divination, mais plutôt à lui préférer le mot révélation. D'ailleurs, souvent, les consultations commencent toujours de la même manière. Je demande à la personne de demander au tarot ce que le tarot pense d'elle à cet instant T. Voilà, donc c'est révélation de ce qui est et pas de ce qui sera. Ah non, bon, on ne sait pas, parce qu'en fait, c'est un tirage à 3 quarts, il y a quand même, on voit bien les tendances, on voit bien que si les paramètres
d'aujourd'hui sont respectés, ça va bien conduire à quelque chose. Donc, dans ce sens-là, on aborde le problème de divination. Mais je vous dis, c'est juste une question de sémantique. Je trouve que le mot divination est bientôt prétentieux. Déjà, il est révélateur, c'est déjà pas mal. Bon, il permet aux personnes de faire des prises de conscience extrêmement rapidement. Voilà. Et puis, bien sûr, tout l'art du taromancien, quand il fait bien son travail, c'est d'accompagner la personne. Hein, je vous l'avais dit tout à l'heure en aparté. Lorsqu'on tire l'arcane 13, par exemple, à l'envers, on voit bien que la personne a des difficultés à se détacher du passé. Par exemple, là, il n'y a aucune extrapolation intuitive ou je ne sais comment la qualifier. Il s'agit de regarder la carte. Et à partir de là, la réaction d'ailleurs, la personne est toujours la même, hein, parce qu'il n'y a jamais d'erreur en la matière, et dit, ah oui, c'est vrai que mon passé, oh là, ma mère, bon, donc voilà par exemple. Donc à partir de là, on peut faire preuve de pédagogie, on peut amener sur la notion de détachement sur un plan philosophique beaucoup plus large, on peut conseiller des lectures, bien sûr, et éventuellement, si la personne est dans la souffrance, eh bien, on peut lui conseiller d'aller voir un thérapeute. Hein. Et donc, il y a un accompagnement, hein, comme le tarot est révélateur, eh bien, donc, à partir de là, on peut accompagner la personne dans son chemin personnel, initiatique personnel. Voilà. Très bien. Alors, du coup, je crois que vous utilisez aussi les réseaux sociaux. Vous avez des vidéos, je crois, comment vous faites? Oui, j'ai créé une chaîne vidéo pour montrer, pour vous amuser, enfin, sur la communication, par exemple, particulièrement sur le tarot aussi. J'ai fait une comparaison entre le golf et le tarot, parce que le golf est un parcours initiatique, naturellement, pour ceux qui le savent. Donc, bref, pas mal de choses qui... Bon. Très bien. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? Vous avez l'adresse internet du site? Tout à fait, c'est la chaîne youtube.com, channel /nlight.tv. Donc c'est N apostrophe, la lumière TV. La lumière TV. Ah, voilà un beau programme. Et les livres, on peut les commander, les trouver comment? Ils sont sur Amazon. Sur Amazon. Et d'ailleurs, le prochain qui va arriver, c'est comme vous voyez ici, il n'est encore pas formaté, il le sera dans 8 jours. C'est mon recueil de poèmes, puisque tout ça, quelque part, après tout ce chemin initiatique, eh bien, il se trouve que je suis peut-être suffisamment libéré moi-même pour avoir accès à un peu d'intuition, à un peu de muse, et réaliser quelques poèmes. Et donc c'est cohérent d'être à la Maison de la Poésie justement pour montrer tout ça. Merci. La boucle est bouclée. L'exposition est visible jusque quand? Fin février. Fin février, voilà. Et bien écoutez, au rue Figuère à Avignon, venez voyager avec effectivement je vous attends avec plaisir. Une très très belle exposition qui fait réfléchir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Les économies pour la prochaine fois, on fait pas la journée. C'est ça. Il y a qu'avec nous, pratiquement, on fait un 4 roues, on sort. C'est ça, on sort 4 roues. Donc, c'est très agréable.